Faudrait-il abandonner la télévision numérique terrestre au vu des lenteurs dans le projet et des nouvelles évolutions technologiques? Quel regard sur les 20 ans de Seneweb au Sénégal? Va-t-on vers la fin d'un journalisme au lendemain du métaverse annoncé par Facebook? Quelle régulation de l'audiovisuel et du CNRA? Comment faire face à l'ubérisation de la presse ici comme ailleurs? Pour en parler ce dimanche, Adama Sow, ancien journaliste à la RTS. L'expert audiovisuel va aussi aborder d'autres points au cœur de l'actualité numérique. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de E-Tech qui reçoit ce dimanche un vieux journaliste sur e-radio. Bonjour Adama Sow. Bonjour Ousmane. L'appellation de vieux journaliste, vous y retrouvez sans peine? Mais absolument, avec fierté d'ailleurs et bonheur, absolument. Parce que vieux renvoie à l'expérience, à un long vécu et ça me va très bien. Oui, de très longues années dans la profession au Sénégal et certainement ailleurs. Vous êtes formé à l'étranger, on y reviendra tout à l'heure avec un détour par l'Amérique. Mais comment est-ce que déjà, pour rentrer de plein pied dans ce numéro d'e-Tech, comment est-ce que vous retrouvez par rapport aux nouvelles pratiques journalistiques à l'heure du numérique? Est-ce que vous vous sentez un peu dépassé? Non, moi je ne me sens pas dépassé, mais le journalisme est en perdition, pour dire vrai. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on était assez embêtés avec Internet, les médias sociaux, l'avènement de l'intelligence artificielle et tout ça. Mais là, avec Metaverse, qui change la donne, qui va renvoyer Internet au musée, déjà les médias vont encore avoir plus de difficultés par rapport à leur avenir. Il est aujourd'hui question d'interroger l'avenir des médias tels qu'ils se présentent aujourd'hui. Tout à fait. Pour Metaverse, on rappelle pour l'auditeur que c'est la nouvelle entité mise en place par Facebook qui va piloter l'ensemble de ces réseaux sociaux. On rappelle aussi que Facebook va toujours garder son nom, Facebook, et que effectivement Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook et ses équipes, se plonge complètement dans l'Internet du futur. Mais oui, c'est une nouvelle Internet, réellement. C'est une autre page encore qui s'ouvre, une nouvelle civilisation, parce que ça va maintenant, carrément, c'est-à-dire Metaverse, ça va nous mettre dans la nouvelle dimension augmentée de l'humain et du virtuel, mais ensemble. Ça veut dire que quand on met le casque, on entre dans Metaverse, on a les fils d'actualité, on a tous les médias du monde, on a le jeu, on joue, par exemple, cette interview, si on le faisait avec les outils de Metaverse, toi, tu serais à ton bureau, moi ici, mais on serait ensemble avec nos hologrammes. Et on le ferait comme ça, avec tout ce que cela veut dire. Hologramme? Hologramme, ça veut dire nous, nos personnes, en déportation, téléportation. C'est-à-dire que physiquement, je serais dans ton bureau sans y être. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que toutes les frontières sont abolies. Maintenant, comment vont survivre les médias dans ce nouvel univers? C'est ça le problème qui se pose. Je pense que cette question doit être interrogée et anticipée. Parce que sinon, le peu de marge qui reste pour la survie du journalisme et des médias classiques, c'est fini. On a de la marge jusqu'à présent avec l'intelligence artificielle, les algorithmes et tout ça qui ont malmené les médias. Mais là, Metaverse va totalement nous achever. Tout à fait. Le débat se pose aussi ailleurs, mais dans notre profession, est-ce qu'on n'est pas en train de déshumaniser le journalisme en quelque sorte? Parce qu'auparavant, le journalisme classique, on faisait face à quelqu'un, comme c'est le cas encore, et c'est tant mieux dans E-Tech, où je vous reçois ce dimanche à Adama Sow. Mais globalement, quand on parle de métaverse, de cette nouvelle tendance du digital, est-ce qu'on n'est pas en train finalement de mettre à la place des hommes, à la place des interviewés réels, des machines en quelque sorte? Absolument. C'est ça le sens. C'est pourquoi je dis que c'est une nouvelle civilisation qui nous arrive et qui nous tombe sur la tête. Mais oui, par exemple, Ousmane peut utiliser son hologramme pour faire son JT, faire ton émission à la télé. Et les gens vont penser que c'est le vrai Ousmane physique, alors que le Ousmane physique est peut-être à Gandon, à Gandiol, n'est-ce pas, avec la famille. Donc, tu vois, c'est ça la vraie menace. Ça veut dire qu'effectivement, de plus en plus, c'est les risques auxquels le métier doit faire face. Parce que la machine, le robot, l'algorithme, ici, le cas de l'hologramme,
vont prendre la place des journalistes. C'est testé dans certaines rédactions virtuelles où c'est des robots, justement qui écrivent maintenant des articles. Ce n'est plus des journalistes comme nous, toi et moi, qui écrivent, mais c'est de la robotique qui écrit de bons papiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le journaliste classique avec sa cravate, costume, c'est bientôt fini, hein, je pense. C'est révolu. D'ici quelques années, en tout cas. C'est-à-dire que c'est aux médias d'intégrer. Comme les médias ont bien intégré les médias sociaux, il faut qu'ils anticipent. Il faut qu'ils anticipent sur le plan technologique. C'est un autre défi qui est lancé aux rédactions. Parce que les rédactions doivent être hologrammées, doivent maintenant s'approprier ça, métaverse, et en faire un atout. Parce qu'il y a quand même autant de risques, mais il y a d'extrêmes belles opportunités, mais il faut que nous, qu'on change de logiciel dans notre tête. Oui, mais vous nous dites un peu, on doit s'y préparer, bien évidemment, les médias s'y préparent, même si, bien entendu, on peut mieux faire. Hein. Vous nous donnerez votre regard tout à l'heure, Adama, sur la transformation digitale dans notre profession. Mais très rapidement, cette robotisation en marche, même au cœur de notre métier, on doit faire quoi? On s'adapte, on prend du recul, on plonge, on fait quoi? Non, ce que je viens de dire, je veux dire, Ousmane, c'est à nous d'anticiper. Il faut qu'on dompte, comme un lion ou un fauve, métaverse, ces nouvelles technologies-là. Il faut que les médias les domptent. Sinon, ce n'est pas possible. Les dompter, ça veut dire qu'il faut apprendre dès maintenant, faire des recherches sur métaverse quoi. Quelle est l'offre de métaverse? Quels sont les impacts immédiats sur la profession journaliste? Quels sont les impacts immédiats sur l'entreprise de presse? Et quels sont les risques de survie par rapport entre ces nouvelles technologies et pour le modèle économique même des médias? Parce que le modèle économique va être chamboulé aussi. Le vieux modèle publicitaire des années 80. C'est fini ça, je pense que c'est fini. Metaverse par exemple va intégrer une linéarité entre parce que quand tu mets le casque, tu as accès à tout et en temps réel, avec tes amis, ta famille. Donc la pub change aussi. C'est même l'image qui a été le plus mise en avant avec le lancement effectivement de la nouvelle entité où l'on voit des acteurs avec leur casque dans un autre monde et derrière Mark Zuckerberg qui fait des va-et-vient. Maintenant, imagine ITV, iRadio, proposer des palettes de publicité virtuelle qui intègrent, par exemple, leur case métaverse. Ça change la consommation et la fabrication de la publicité. C'est ça que ça veut dire aussi en même temps. C'est-à-dire la pub, maintenant, intègre la dimension augmentée de métaverse iRadio, ITV. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire les bourses ou les commerciaux ou les gens qui font des offres commerciales vont totalement changer de disque, sinon c'est fini. Mais en même temps, c'est un monde très très éloigné de nous au Sénégal, en tout cas dans notre profession Adama. Si l'on rappelle que même pour avoir accès à du replay, c'est encore le chemin un peu de la croix. Ça veut dire qu'on en est loin quand même. Désolé Ousmane, c'est qu'au moment où on parle, il y a des médias ici installés au Sénégal qui sont en laboratoire pour anticiper. Attention, peut-être la majorité dort. Oui, mais je parle des médias classiques. Où l'on a des difficultés pour avoir accès au replay. Oui, mais ça c'est une question de management et de gouvernance de ces médias. Il faut interroger comment les médias sont gouvernés et comment ils devraient l'être. Voilà. Mais tout le monde n'est pas dans le même sac quand même. Il y a une petite minorité. Ça pose des problèmes, des questions de formation? De formation, oui, parce que manager, je donne l'exemple de manager un organe de presse. C'est un cours et une spécialisation à l'INA, par exemple, France, que j'ai eu, peut-être le privilège de faire dans mon cursus académique, l'Institut national audiovisuel de Paris. Il y a une spécialité, il y a des cours où on apprend comment manager une radio, comment manager une télévision, comment manager une direction de programme, etc. C'est des métiers. Et ici, on ne respecte rien du tout. On bombarde quelqu'un, directeur général de radio, de télévision, de programme, etc. Mais ces métiers doivent s'apprendre. Ils s'apprennent. Ils s'apprennent avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, parce que c'est beaucoup de travail en réalité. Mais malheureusement, quand on apprend, on n'a pas les outils
pour manager des organes. Voilà, il y a un problème de sens de priorisation. Il y a des gens qui décident, qui sont de grands managers, patrons de presse, autres, mais qui n'ont pas la culture high-tech, qui n'ont pas la culture digitale du tout. Et ça handicape leur propre organe. Mais est-ce qu'on est un bon manager média au XXIe siècle si on est déconnecté ou si on n'est même pas connecté? Mais ça veut dire qu'on est complètement hors circuit, totalement. Et là, il ne faut pas rêver. C'est pourquoi ils sont frustrés, la plupart, parce qu'ils sentent qu'ils ont du mal à être des locomotives dans le secteur, dans l'espace médiatique, mais ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est à eux d'apprendre et de cultiver. Nous tous, nous apprenons ce que je te dis sur Metaverse. Mais parce que je suis dans des groupes qu'on appelle des forecasters. C'est-à-dire des gens qui imaginent ce qui va venir. Les forecasters, mais c'est dans le monde médiatique qu'il doit y avoir des forecasters. Des gens qui font de la veille média, mais qui anticipent, qui apprennent des choses au jour le jour dans des groupes, dans des forums professionnels très pointus, où tu apprends comme un élève, comme un étudiant, tous les jours. Moi, je suis dans ces groupes-là, tous les jours, j'apprends. Ça se voit. Oui. Donc, c'est important. Mais apprendre aussi, c'est du temps et de l'énergie que tu te donnes. Tu sacrifies un peu de ton temps de famille, ton temps, etc. Et tu apprends. C'est comme faire des exercices, hein. Donc, mais parce que c'est des ressources qui sont là. Est-ce que si nous ne sommes pas au diapason, est-ce que nous pouvons insuffler une bonne gestion des médias aujourd'hui, en 2021 vers 2022, à l'ère de Metaverse? Non, ce n'est pas possible. Il faut que les patrons de presse, les dirigeants, c'est ce qui gouverne les médias sénégalais, aient l'humilité d'apprendre et de se donner les moyens de savoir ce qui se passe, comme c'était le slogan de Ted Turner qui a fondé CNN. Le slogan de CNN, c'était « You are what you know ». Tu es ce que tu sais. Si tu ne sais pas, si tu n'es pas informé, si tu n'es pas au diapason, tu ne peux pas survivre dans ce monde. Et tout ça, c'était en 1980. CNN anticipait sur le nouveau monde. 40 ans auparavant, oui. 40 ans. Le nouveau monde, parce que c'est CNN qui a façonné l'information contenue. C'est CNN qui a amené du breaking news, etc. Donc, mais You Are What You Know a façonné toute une culture, une génération de journalistes dans le monde d'ailleurs, qui se sont dit il faut qu'ils soient encore plus pointus. Ça veut dire apprendre tous les jours. Et Internet aujourd'hui a permis aux gens d'apprendre. Tu apprends à tous les instants. Mais il suffit d'avoir les bons centres d'intérêt, les bonnes pages, les bonnes publications, les bons réseaux en ligne. Beaucoup de journalistes, ils savent bien réseauter physiquement avec des cartes de visite, mais c'est le réseautage numérique et digital qui leur pose problème. Parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors que ce n'est pas diable du tout. C'est le réseautage aujourd'hui digital qui peut imprimer une vraie survie aux journalistes des années 2021, 2022, 2030, disons. Sinon, ce n'est pas bon. Oui, en un temps d'ailleurs où on est en même temps concurrencé par d'autres plateformes en ligne, par les réseaux sociaux, le journaliste qui n'a plus le monopole, disons, de l'actualité, parce qu'il peut arriver à une star quelconque, par exemple, de faire sa propre actualité, de la diffuser et d'être reprise à partir de ce moment-là par la presse. Ça change quoi finalement? Mais ça change la façon de consommer, de fabriquer l'information, mais aussi de consommer l'information. C'est deux paradigmes qui ont changé. La façon de produire l'info, c'était l'apanage du journaliste. Le journaliste, on a confondu information et communication. Mais le rôle du journaliste, c'est d'informer. Ce n'est pas de communiquer, en réalité. Et informer, aujourd'hui, le journaliste, malheureusement, n'a plus le monopole. Il est même doublé de gauche à droite par les réseaux sociaux, par les citoyens qui sont devenus... Les réseaux sociaux sont devenus, d'une façon ironique, la principale source d'information des journalistes, de nos médias. Ouais, je regardais tout de suite, je lisais un papier de plusieurs sites là, qui viennent de reprendre un post de Moustapha Diakhaté sur l'illégalité de la plupart des candidatures des listes. Pour les territoriales de l'année prochaine. De l'année prochaine, disant que parce que la plupart des listes donc, ne respectent pas la parité, donc elles sont illégales. Mais il y a plein de sites qui l'ont repris aujourd'hui. Et ça devient tout de suite top news, comme dans le menu.
Voilà ce que ça veut dire. À la une. Il a juste dit sur sa page Facebook, mais ça c'est le nouveau menu des médias sénégalais et étrangers d'ailleurs. Les réseaux sociaux, pas médias sociaux, sont devenus la principale source d'information du journalisme. C'est ça qui est paradoxal. Alors que dans la rédaction, les reporters sont là, les chefs desk sont là, ils sont obligés d'aller sur les pages Facebook de Ousmane, de Adama, de tel député, de telle autorité, de Ousmane Sonko, de Macky Sall, etc., pour avoir l'info et la traiter à partir du virtuel. Ça veut dire qu'ils ont oublié d'aller en reportage, faire un dossier. Même ils peuvent partir du réseau social. Justement, parce qu'ils peuvent faire des reportages et citer ces personnalités, si les comptes sont authentiques, c'est permis dans notre profession. Oui, mais ce que nos journalistes... Ils ne vont pas au-delà. Voilà, ce qu'ils ne savent pas aujourd'hui, c'est que comme l'information, on est presque battu par les réseaux sociaux, les citoyens simples qui postent à tout va, etc. Tout le monde s'arroge urgent, tout ça écrit comme des journalistes, c'est ça la mode au Sénégal. Mais il faut laisser le urgent là, l'urgent, ne plus disputer l'urgent aux citoyens qui aiment bien maintenant piailler dans le domaine, dans le territoire journalistique, leur laisser un peu ça et aller vers le décryptage. Le décryptage et la vérification de l'information, oui, l'analyse. Exactement. C'est là le nouveau positionnement des médias. S'ils ne se positionnent pas sur ces deux onglets-là, faire comprendre, aller au-delà de l'info, on n'aura plus rien à apprendre aux citoyens. C'est là où on peut apporter une vraie valeur ajoutée. Faire des dossiers, aller au-delà de l'info. Prendre l'info, c'est vrai, des réseaux sociaux, mais aller au-delà. Faire comprendre, faire analyser, donner des éléments de triangulation, d'autres angles de traitement de la même info. C'est ça le nouveau rôle, qui est un rôle extraordinaire pour moi. Qui est un rôle même classique, n'est-ce pas, qui va rester éternellement le rôle majeur dans le journalisme. Et qui est magnifique. Moi, je pense que c'est ça la survie des médias. S'ils ne font pas cette glissade, revenir aux fondamentaux du décryptage, de l'analyse et des dossiers, il faut plier les rédactions. Je ne vends pas cher leur peau, franchement. La fin du journalisme classique dans quelques années? Non, je pense qu'il est déjà mort. En réalité, si on se dit la vérité. Prends tous les secteurs des médias, presse écrite, parler, télévisée. Regardez-vous, par exemple. Vous êtes maintenant, e-radio, en fait, est un média social. ITV est un média social parce que, voilà, ton émission est sur Internet, les gens regardent plus ou te suivent plus sur les plateformes digitales. Que sur la FM. De e-média que sur la FM. Ce que je disais, l'autre changement, c'est le mode de consommation de l'info qui a changé. La FM d'ailleurs qui était au cœur de votre époque, Adama, est-ce que vous vous sentez un peu dessaisi aujourd'hui? Oui, c'est vrai que nous sommes assez nostalgiques, c'est vrai, assez déprimés d'ailleurs de la fin. Mais la radio numérique terrestre est là aussi, c'est ça. Elle va arriver, sauf qu'on doit préciser pour l'auditeur que pour le moment, seule la Norvège y est intégralement. Exactement, mais ça va venir. Je pense que ça va s'accélérer. Et la radio devenant... Mais on peut en dire un mot très rapidement, sachant que dans la seconde partie, on reviendra également sur la TNT, la télévision numérique terrestre. Pour la radio numérique terrestre, au-delà peut-être de l'économie des fréquences qu'elle confère, c'est quoi les autres avantages? D'abord, sur le plan technologique et technique, ça change. C'est-à-dire que toutes les radios vont normalement changer de mode de diffusion. Mode de production un peu. Tous les équipements doivent être calibrés numériques, tous les équipements. Des studios de production, des studios de diffusion doivent changer. C'est quand même lourd en termes d'investissement. Parce que tu dois changer de console, tu dois changer beaucoup de choses. Donc on change l'émetteur, on change le mode de diffusion carrément. C'est comme la télévision terrestre, quoi, le numérique terrestre. Le mode de diffusion a changé. Maintenant, la radio numérique aussi va changer la diffusion et la production. Ça, c'est le premier coup. Mais à l'autre bout, chez l'auditeur, oui, les équipements vont changer aussi.
Les équipements radio, là, vont changer. Les radios classiques, les radios à puce, là, tout ça, vont partir. On aura de nouveaux supports, de nouveaux terminaux radiophoniques pour écouter la radio numérique. Parlant des plateformes en ligne, ça ne vous a pas échappé certainement, Adama Sow. Adama Sow est notre invité ce dimanche sur e-radio. Ancien journaliste, on vous présente comme ça puisque vous êtes ailleurs au regard de la loi aujourd'hui. Les 20 ans de Seneweb, ça ne vous a sûrement pas échappé. Nous avions reçu sur e-radio ITV le fondateur Abdou Salam Fall. On lui a même demandé est-ce que ça équivalait à 20 ans de reprise en quelque sorte illégale de l'information des autres. Il a répondu que c'est 15 ans de reprise après Seneweb passant de portail à une vraie rédaction. Votre regard un peu là-dessus? Oui, c'est vrai. Et j'étais l'un des, je le dis sur ton micro, et j'en suis fier, et il peut le confirmer. Je suis l'un des nombreux peut-être vieux journalistes aînés qui exercent leur droit d'aînesse sur Salam Fall par exemple, qui revendique aussi une amitié, c'est un ami aussi. J'étais là au début de Seneweb. En fait, Seneweb a plus de 20 ans. Seneweb a débuté, l'aventure a débuté en 1998. Lui parle de août 99. Oui, donc 99 disons, mais un peu avant les tests. Mais, donc ça fait plus de 20 ans, c'est ça que je veux dire. Mais le mérite de Seneweb, c'est d'avoir justement été audacieux au départ et de mettre en place... entre Daouda Mbaye et Salam Fall, qui ont osé cette belle aventure à deux. Je pense que ça a révolutionné le paysage médiatique. Pas sénégalais, mais ouest-africain, au sens nouveau média, je veux dire. Et effectivement, moi j'ai déploré à un moment donné que Seneweb reste un agrégateur de contenu, c'est-à-dire agréger les contenus des autres pour exister. On parle de portail aussi dans notre jargon. Exactement. Donc, et je le dis, il faut passer du mode d'agrégateur en mode de producteur, d'avoir sa propre rédaction, avoir des professionnels des médias qui traitent l'info de Seneweb, qui diffusent. Et ça, c'est important. Je pense que le saut a été fait il y a moins de 5 ans, disons. Et moi, j'en suis très heureux. Tous les grands sites que tu prends, Dakar Actu, Seneweb, Leral maintenant, ou d'autres, Presse Afrique et tout ça, Sénégal, ils ont des rédactions autour des jeunes journalistes sortis du CESTI, de l'ISIC. C'est très bien, c'est un bon qualitatif qu'il faut consolider. C'est fragile, mais il faut consolider. Seneweb d'ailleurs, une belle leçon un peu qu'on a tirée du digital, par exemple une matinale en ligne tous les matins, au moment où les télévisions classiques mettent énormément de budget là-dedans. Ça veut dire que le numérique, évidemment, il a ses aspects positifs, on n'en débat pas, mais surtout qu'il y en a au moins qui comprennent. Mais oui, parce que Salam, moi je l'ai poussé à aller vers la vidéo, comme j'ai poussé Serigne Diagne Dakar Actu à tester le premier, ce que les autres font aujourd'hui, c'est par exemple de faire de l'audiovisuel, faire de la télé en haute définition à partir d'un site d'information sénégalais. En HD. Voilà, en HD carrément, ce que en dehors de la RTS, aucune télévision ne diffuse en HD. C'est ça aussi. Y compris nous? Oui, vous ne diffusez pas en HD, je suis désolé. Vous êtes en HD comme TFM, comme les autres, Sen TV, etc., comme 2S. Il n'y a que la RTS à qui on a donné pour le moment ce qui est inéquitable d'ailleurs. Et ça, il faut le dénoncer. Au niveau de TDS, de Amadou Diop, là, il faut qu'Amadou Diop aussi donne la possibilité aux autres, à iTélé, à TFM, 2S, Sen TV, la possibilité de upgrader, de passer en HD. Pourquoi pas? Il y a les moyens techniques de le faire. Il faut, dans le spectre qui existe. Et je pense que l'avantage des sites comme Seneweb, Dakar Actu et les autres, c'est qu'ils ont acquis une technologie. Aujourd'hui, une console de régie pour faire les directs qu'ils font, c'est 15 cm. Ça coûte pas 2 millions. Tu vois la différence entre la régie de ITV et la régie de Seneweb. Seneweb, peut-être la régie, c'est 5 millions au maximum. La régie de iTélé, c'est à peu près une 50aine de millions. Voilà à l'échelle ce que ça veut dire concrètement.
Mais c'est énorme la différence, le raccourci technologique. C'est ça dont je parlais. C'est pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur le saut technologique qu'il faut maîtriser. Et ils ont appris. Moi, je prends l'exemple de Serigne. Avec le digital, on saute des étapes, c'est ça en fait. Donc, par exemple, Serigne Diagne, il a été le premier à prendre le risque de me dire, grand, viens, je veux me lancer dans ça. On a cherché, sur Internet, on a cherché des régies comme ça de 15 cm. On a fait un multiplex, un site d'information. C'était la première fois de faire un multiplex entre la place L'Obélisque en direct, King Fahd et le 6S. Juste avec des équipements, des Wi-Fi portables, là, les petites box Wi-Fi des opérateurs, là, dans des sacs à dos, des caméramans. On a envoyé le signal à la petite régie de 15 cm là, à Dakar Actu. Et on a fait des multiplex en direct, en HD, comme une grande télévision, pour un équipement qui ne valait pas 6-7 millions, le tout compris. Alors que les télévisions ont besoin de venir avec leur mini-car, de taper un satellite, de payer des Sonatel, des frais, etc., pour faire des directs de lampe, etc., avec une grosse quincaillerie qui n'a plus sa raison d'être. Voilà la différence. L'ancien journaliste à la RTS, Adama Sow, est notre invité ce dimanche sur e-radio. Dans l'émission e-tech, nous faisons le tour de la profession journalistique à l'heure du numérique. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui doit changer, notamment au lendemain de la nouvelle entité des innovations. Je ne parlerai pas de nouvelles innovations, je ne commettrai pas la redondance, et des innovations annoncées par Facebook, le plus grand réseau social au monde, pas moins de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Une pause donc de 25 minutes, le temps de suivre les dernières informations de ce jour, et l'on se retrouve juste après. E-Tech, Ousmane Gueye sur e-radio. Adama Sow, ancien journaliste, est notre invité ce dimanche sur e-radio. Après Benoît Ruel, ancien animateur d'IDEA RFI, après Lamine Touré, ancien formateur au Centre d'études des sciences et techniques de l'information à Dakar, nous avons l'immense plaisir de poursuivre la série avec aujourd'hui l'ancien animateur, l'ancien journaliste à la RTS Télé, d'ailleurs, qui continue un peu avec la première institution du pays qui doit occuper de grosses minutes à l'ouverture du 20h. Est-ce que quand même, Adama, ce qui reste un peu du passé ne devrait pas peut-être évoluer parce que avant, c'est vrai, on avait peut-être que la RTS, mais entre-temps, le paysage audiovisuel a évolué. Est-ce que ça ne devrait pas changer? Est-ce qu'on est obligé de mettre forcément Macky Sall toujours à la une et consommer de grosses minutes à l'heure où l'auditeur, le téléspectateur, comme on est à la télé, peut zapper pour voir ailleurs? Mais justement, je suis toujours étonné pourquoi la RTS s'est radicalisée dans cet aspect propagande, disons. Ça a été toujours le fort de la RTS. Moi, j'y étais. Nous tous, on a un peu peut-être participé même à ça. En prenant un peu votre part du bilan, comme on dit. Oui, tout à fait, on assume ça. En l'assumant. Oui. Mais je suis stupéfait que cette pratique non seulement perdure, mais elle se radicalise, c'est-à-dire elle s'accentue plus sous le magistère de Macky Sall, qui est quand même relativement jeune et ouvert d'esprit, etc., que cette pratique-là perdure et soit même plus offensive. Le journal télévisé de la RTS, c'était plus agressive? Très agressif en termes de contenu. Et souvent, pour vous qui êtes très expérimenté, ce sont les présidents qu'ils demandent? Oui, je pense que le problème, c'est le tournant a été... On veut plaire coûte que coûte au président. Qu'est-ce qu'il en est? Ce qui s'est passé, c'est qu'au Sénégal, il y a eu le tournant avec l'avènement de Diouf, avec le binôme Sokhna Dieng et Babacar Diagne. C'est eux qui ont façonné cette information dite gouvernementale. Aujourd'hui, président du Sénégal. Exactement. Donc, ils ont façonné, ils ont aidé le régime de Diouf à s'asseoir. Ils l'ont construit par le biais du journal télévisé de la télévision nationale. Et ils l'ont magistralement réussi. Honnêtement, ça c'est parti de Sokhna Dieng, qui en a payé un prix fort d'ailleurs parce que sa maison a été incendiée. Oui, et Babacar Diagne, qui ont fait un construit donc télévisuel
Voilà, pour supporter, ce qu'il disait entre guillemets, accompagner le chef de l'État et sa politique. C'est parti de là. Donc quand Diouf a quitté, Wade est venu. Wade a dit, et je te dis pour l'histoire, c'est à travers une émission que j'avais faite pour les 30 ans de la RTS. Je suis allé, disons, faire reprendre service aux anciens journalistes qui avaient démarré la télé. Et j'avais fait une émission spéciale. C'était la première fois que Sokhna Dieng réapparaissait à la télévision. Donc c'était en 2002. J'ai fait 1 heure avec elle. Elle m'a raconté cet épisode. Elle me l'a raconté dans les détails. Et Abdoulaye Wade a suivi cette émission. Le lendemain, d'ailleurs, les gens sont venus prendre, et Mamadou Bal est témoin, une copie de l'émission pour l'amener à la présidence de la République. Parce qu'il n'y a pas de replay, justement, on est au cœur du sujet. Il n'y a pas de replay. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, Wade a dit qu'il a besoin de ce que Babacar Diagne et les autres ont fait pour Diouf. Il en a besoin, lui. Il a fait chercher Babacar Diagne par le biais, je te dis, de Thérèse Diédhiou, qui est une amie très proche de Babacar Diagne. Je sais de quoi je parle, parce que Babacar Diagne, il n'était pas encore actif, il était là et tout. Donc on était tous les après-midi ensemble vers la cour suprême, sur la corniche, près de Magic Land là. C'est là on s'asseyait au bord de la mer, derrière le restaurant là, autour de la grillade, etc. On refaisait le monde. C'est de là-bas qu'il a lui reçu l'appel du palais. Et il est allé au palais et il a fait tout ce boulot encore avec Chérif Evalid Sey, l'équipe comme le très regretté, oui. De Sud. Le regretté Chérif Evalid Sey. Evalid, Babacar a fait se construire encore autour du journal télévisé, la télévision. Il l'a reformaté pour encore faire à la RTS encore ce dont on parlait au début. Avoir votre mot, vous le regrettez. Voilà. Une fois, Macky Sall en tant que candidat, pourtant l'a déploré publiquement. Il faut remonter les archives. Parce qu'il en a été victime. Et lui, il arrive au pouvoir, il enfonce le clou. Ça, c'est le grand paradoxe. Mais parce que... Avec une promotion de Babacar Diagne, que l'on salue d'ailleurs au passage, grand auditeur de ce rendez-vous ITEC sur iRadio. Oui, Babacar, je l'invite à écrire ses mémoires. Parce que ses mémoires, c'est une histoire incroyable, non seulement des médias, mais c'est des pages de l'histoire publique et politique du Sénégal. Babacar doit écrire ses mémoires. Les jeunes en ont besoin. Parce que ce qu'il a fait, qu'on l'aime pas, mais Babacar a fait des choses incroyables. C'est-à-dire que moi, je suis impressionné par Babacar. Parce que je travaille avec lui. Je sais, c'est un génie de la télé. Il est capable de te vendre quelque chose à l'antenne que personne ne peut vendre. C'est un génie en télévision. Donc, si on en revient au conducteur de la RTS, est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de consacrer par exemple 30 minutes au président alors qu'on peut zapper pour voir autre chose sur une autre télévision? Est-ce qu'au XXIe siècle, d'un point de vue pertinent, ça se justifierait? Je vais te provoquer pour te dire, mais le président, en faisant ça, en demandant à son équipe, à Racine Talla et aux autres là, de faire ça, si c'est lui qu'il demande. Avec un si. Voilà, j'exagère un peu le trait en disant, s'il valide ça, s'il appuie derrière, qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il y gagne? Qu'est-ce qu'il y gagne? En retour, les cibles d'ailleurs, pour lesquelles ces infos présidentielles sont destinées, elles ne sont pas là. Ils ne sont plus là. On fait quoi? C'est un risque de saturation? Mais non seulement il y a une saturation, mais c'est le désert. Ça veut dire que les cibles qui sont visées par la parole ou l'activité présidentielle ne sont pas là. En dehors justement, c'est ça qui est marrant d'ailleurs, en dehors de la sphère institutionnelle. Les ministres, les DG, ceux qui sont au pouvoir, suivent ce contenu. Mais la grande masse des Sénégalais fait un sondage. Ils n'y sont pas forcément. Donc, à la fin de la journée, qu'est-ce que la présidence gagne?
Mais au nom de quoi d'ailleurs, d'un point de vue juridique bien évidemment, le président devrait occuper tout cet espace. Au nom de quoi, par exemple, l'opposition ne devrait pas figurer dans le journal de 20 heures. Si on parle de services publics, j'imagine bien que ça relève de l'argent du contribuable. Quel est le rôle du CNRA par rapport à ça? Est-ce que la véritable régulation au XXIe siècle ne devrait pas questionner également ces enjeux? Je pense que le CORED et le CNRA là ont failli. L'autorégulation. Mais quand disent les textes qui ont fondé... oui. Les textes qui régissent la RTS disent le contraire, de faire le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. C'est de l'illégalité alors? Parce que les médias, notamment du service public, marchent sur deux pieds. Le pluralisme et la diversité. C'est vrai que là, du point de vue diversité, ils mettent toutes les langues, bon, même chez nous les poulards, même si c'est un poular quand même, bon, dans lequel peut-être tous les poulards ne se reconnaissent pas, mais quand même, toutes les ethnies, entre guillemets, sont représentées dans la grille de la RTS. Par contre, en matière de pluralisme, c'est zéro. Il n'y a pas de pluralité. Les textes qui régissent les médias sénégalais, et même les médias au monde, les textes juridiques, je veux dire, contraignent en fait les médias à faire du pluralisme et de la diversité. La RTS peut-être fait de la diversité, mais ne fait pas de pluralisme. C'est ça le problème de fond. Aujourd'hui, malheureusement, cette question n'est pas adressée. Tout le monde a abdiqué devant cette pratique qui n'honore personne, qui n'honore ni la RTS, qui n'honore ni les autorités publiques, qui n'honore ni les acteurs même des médias que nous sommes. Saint-Pix, Cored, et les journalistes et tout le monde. Tout le monde doit œuvrer pour qu'il y ait un peu plus de pluralisme dans les médias publics. Je pense qu'à un moment donné, le soleil l'a tenté par moment, même si ce n'est pas tous les jours, mais le soleil a tenté, quand même tente de donner la parole à l'opposition, et ça c'est magnifique. À la une du soleil, moi j'ai vu des acteurs politiques de l'opposition radicaux. Mais des modérés certainement, non? Non, c'est ça qui est... Des radicaux? Oui, j'ai vu récemment. Donc c'est ça la pluralité. C'est très important de donner la voix, le micro à toutes les voix qui comptent dans ce pays. C'est important. Si on en revient Adama Sow au CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, on lui dispute beaucoup sa compétence sur la régulation, par exemple, de ce qui peut se passer sur Internet. Mais le CNRA, il devrait évoluer comment d'un point de vue régulation à l'heure du digital aussi? Bon, moi, j'ai peut-être fait l'avantage, j'ai eu le privilège aussi d'être le permanent du processus qui a abouti à l'élaboration du code de la presse et d'être parmi le comité de rédacteurs restreint qui a rédigé le code de la presse. Et dans ce code, on a bien dit il faut que le CNRA disparaisse. C'est ça d'ailleurs le combat tout à fait. Du Saint-Pix aujourd'hui, de l'appel... C'est prévu, effectivement, oui. D'Ibrahim Lissa et tous les autres. Tout le monde dit, on ne comprend pas pourquoi... Mais peu importe le nom, CNRA ou autre chose, d'un point de vue régulation, comment les choses devraient évoluer, je veux dire? Parce que l'ARCA qu'on a proposé change totalement les missions du CNRA actuel. Mais pourquoi le CNRA veut continuer à être CNRA et ne veut pas devenir ARCA? Moi, c'est ça la question à laquelle je n'ai pas de réponse. Peut-être serait bien d'interroger Babacar sur ça, qui a peut-être des éléments qui a déjà reçu ces nombreuses invitations pour ITEC. Voilà. Donc, doyen Babacar, il doit peut-être répondre à cette question. Je ne comprends pas entre lui et le président de la République qui ne veut pas de la nouvelle autorité de régulation. Mais est-ce qu'ils ne veulent pas aussi? Apparemment, oui. 2017, nous sommes presque fin 2021, c'est combien d'années? Juin 2017. On est presque au mois de décembre, presque. 4 ans, bientôt 5 ans. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Donc, quelque part, il y a un blocage de ce texte-là. Qui bloque ce texte, qui n'en veut pas? Je ne peux pas le dire. Toujours sur la thématique Adama Sow, les médias à l'heure du numérique, vous avez créé le Café Actu, mais petite provocation au passage, est-ce que vous n'ubérisez pas à votre tour, vous aussi, la profession journalistique au Sénégal? Est-ce qu'on peut mettre en place une plateforme des plateformes? Autrement dit, une plateforme qui fonctionnerait sur le travail des autres plateformes? Oui, mais parce que je réponds à un besoin, tout simplement.
C'est une Café Actu, c'est le premier média sur WhatsApp. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le matin, tout le monde, moi-même, on me le renvoie une dizaine de fois dans la matinée, par tous les groupes WhatsApp. D'ailleurs, les gens de Facebook, les propriétaires de WhatsApp, disaient que c'est le contenu le plus diffusé sur la plateforme WhatsApp, le matin au Sénégal, le matin, au réveil, je veux dire. Donc, mais parce que on a changé aussi. Nous sommes allés trouver les jeunes sur leur téléphone portable, les gens en un clic, en allant au bureau ou en prenant ton... En fait, vous occupez un terrain inoccupé comme Abdou Salam justifiait aussi voilà, son engagement à l'époque. Exactement. Ce Café Actu répond juste à un besoin. Les gens n'ont pas de temps. Ils n'ont plus le temps d'écouter toutes les radios, n'ont plus le temps de lire tous les journaux, n'ont plus le temps de lire tous les sites d'information. On est long sur les traitements audiovisuels et presse écrite. On est long un peu sur l'actualité. Très classique. Et moi, j'ai été heureux d'introduire le traitement journalistique des bullet points, 1, 2, 3, 4, 5. Je vois même beaucoup de confrères maintenant écrire dans les réseaux sociaux en bullet point. Ça, c'est une satisfaction morale. Parce que la façon de rendre l'info, produire l'info doit changer. De deux, il faut répondre à la nouvelle forme de consommation de l'information. Les citoyens sont dans les streaming, sont dans des... Ils n'ont pas le temps pour aller vite. Ils n'ont pas le temps. Donc, en 2 minutes, donne-leur la substance à peu près d'une façon prétentieuse. Ils n'ont pas le temps, ils sont mobiles, d'où une version mobile aussi qui s'impose. C'est juste ça, c'est vraiment un Café Actu, c'est juste pour aider le citoyen qui n'a pas le temps, qui est mobile comme tu le dis, voilà quoi, qui doit plus se casser la tête pour connaître à peu près d'un seul coup d'œil l'essentiel, sans prétention, de l'actualité au réveil. Voilà, ce qui est une prétention quand même de ma part. Mais c'est ça le format, c'est ça l'idée. Maintenant, c'est aller un peu plus loin que je ne le pensais. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu contrôler tout le développement inattendu de Sen Café Actu. Tout le développement inattendu au sens positif, j'entends bien. Ça ouvre aussi à des débouchés économiques pour Café Actu qui va peut-être indiquer la voie pour les nouveaux business models qui s'imposent dans la profession. Oui, je pense qu'il faut qu'on change de business model. Oui, c'est un Café Actu, je te l'avais dit d'ailleurs. Mais vous évitez la question en même temps. Est-ce que le Café Actu rapporte économiquement pour son inspirateur? Non, pour le moment, non. C'est quoi le projet derrière? En faire un média carrément? Oui, il y a un projet. Vraiment, je compte en faire un vrai média, une vraie plateforme qui est un peu plus élaborée, mieux faite, qui répond encore à de nouveaux besoins. Moi, c'est ça. Parce qu'il y en aura? Ah oui. Attention. Parce qu'on va arriver vers une autre linéarisation, une nouvelle convergence, la deuxième convergence technologique autour des médias. Il faut la préparer. Très rapidement, Adama Sow, ancien journaliste, notre invité ce dimanche sur iRadio. Nous avons parlé de Metaverse, de Seneweb, de ses 20 ans, de la RNT, la radio numérique terrestre, la TNT maintenant. Pour vous qui êtes grand expert de l'audiovisuel, on a beau annoncer le grand soir de l'extinction de l'analogique. Toujours on y est. Vous en pensez quoi? Quand je dis on y est, ça veut dire qu'on n'y est pas encore, c'est ce qu'il faut comprendre là-dessus. Actuellement, est-ce que vous comprenez les lenteurs un peu dans l'extinction de l'analogique, autrement dit cette longue agonie de l'analogique? Non, je ne la comprends pas, je l'avais anticipé. J'étais le seul qui avait écrit un papier le jour du 17 juin 2015. Le fameux 17 juin 2015, la première date avancée par... oui. Au palais, là, quand le président a fait... Avec le comptant? Voilà, le comptant. À l'époque, j'ai dit, excusez-moi, ça, c'est une grosse arnaque. Le Sénégal ne peut pas basculer la TNT au numérique maintenant. Ce jour-là, non, le Sénégal n'a pas basculé. Et le soir-là, il y a eu un débat dans une chaîne concurrente, pour ne pas la nommer la TFM, où il y avait un débat houleux entre moi et les gens du comptant. Et j'avais démontré que c'était pas possible. Le comptant qui était le comité devant gérer la transition de l'analogique au numérique, oui.
Voilà. Et le comptant, malheureusement, voilà, ils n'ont pas su. Dissous, Voilà, oui. qui a été dissous. Ensuite, il y a eu aujourd'hui TDS. Télédiffusion du Sénégal. Sénégal qui gère. Mais j'aime bien ta formule, une longue agonie de l'analogique. Ça, c'est une situation qu'on ne s'explique pas aussi. Même si c'est vrai, il faut se réjouir du fait que l'opérateur technique, le bras technique, c'est une entreprise 100% sénégalaise qui est Excaf. Mais la Excaf a eu tellement de difficultés, de bâtons dans les roues que c'est pas tenable. Bâton dans les roues, c'est-à-dire L'État ne peut, ce que l'État a fait est immoral. On ne peut pas te demander, toi, d'aliéner tous tes biens pour exécuter ce marché. Oui, oui, mais en même temps, ce qu'il faut aussi rappeler, peut-être à la décharge de l'État, c'est que l'État a accepté, malgré, si on parle un peu des faits, malgré de nombreuses failles ou de nombreux couacs, parce que, estimant que Excaf, ce sont des Sénégalais. C'est aussi ça, la vérité. Oui, non, la vérité, elle est plus profonde que tu le dises. Ça, c'est l'effet. C'est l'effet. Et c'est quoi la cause? La cause, c'est que le modèle économique n'est pas bon à la base. Expliquez-nous. Mais le modèle économique qu'a validé l'État, disant à Excaf, préfinancer, financer la transition numérique, mais ce n'est pas possible. Ça, mais il fallait être naïf pour croire que ça va aboutir à quelque chose dans la durée. C'est pourquoi ça traîne, parce que tu peux pas... C'est-à-dire l'économie des médias même remet en cause cette option de l'État. On ne peut pas demander à une entreprise de préfinancer quand même une opération d'envergure tellement complexe sur le plan technique et financier, quand même à coût d'une 50aine de milliards. Ils sont allés vers les banques. Évidemment, ils ont la signature de l'État, le contrat avec l'État. Les banques ont avancé l'argent, mais tout en aliénant leurs immeubles, leur patrimoine, etc. C'est ce modèle économique qui n'a pas été bon. Parce que les gens n'ont pas, excuse-moi du terme, l'État a fermé les yeux, parce que l'État était pressé pour des raisons peut-être d'agenda politique ou je ne sais pas quoi, de dire que le Sénégal a basculé en sacrifiant le modèle économique. Et c'est le modèle économique qui a rattrapé tout le monde depuis lors. C'est pourquoi les choses n'ont pas pu se dérouler telles qu'elles devraient l'être. C'est ça la vraie cause. Petite question, petite provocation, l'une des dernières de ce numéro de ITEC qui reçoit l'ancien journaliste Adama Sow. Pourquoi d'ailleurs on devrait aller vers la TNT? Question que nous avons déjà posée au patron, au directeur général de TDS. Pourquoi on devrait aller vers la télévision numérique terrestre au Sénégal? Moi, en 2016, j'ai dit, laissez tomber la TNT, c'est mort. C'est mort avant même de naître, parce que le modèle est dépassé. Je parlais d'IPTV et de streaming. Mode de consommation encore de l'info. Mode de consommation des contenus. Ce n'est plus... C'est sur des plateformes de streaming que ça se fera. Même la télévision va y aller. C'est pas pour rien que maintenant les médias, les journalistes, les grands journalistes vont sur Twitch, etc. C'est-à-dire, ils transhument vers ces plateformes, qui sont en fait l'avenir, qui sont même le présent des médias. La consommation des contenus audiovisuels forcément passera désormais par des plateformes. Pas des plateformes TNT. C'est fini. C'est mort. Malheureusement, Netflix et toute la famille, et surtout la consommation par IPTV. Ça veut dire tous les abonnements, par exemple, la TNT, tu achètes un décodeur, Canal, tu achètes un décodeur, l'autre, tu achètes un décodeur. C'est fini. Tu n'as plus besoin de ça. Tu peux avoir 90 000 chaînes en t'abonnant sur un service IPTV qui a toutes les chaînes du monde. Tous les bouquets là, vendus séparément en un seul. On propose même parfois plus de 1000 chaînes. Mais oui, tu payes 50 000 l'année. On fait quoi? Est-ce qu'on peut se passer d'ailleurs de ces décodeurs qui, par ailleurs, peut-être agresseraient l'environnement? Est-ce qu'on est obligé de s'entourer de tant de choses matérielles chez nous? Je vais te lancer un défi à toi. Si Dieu nous prête vie, donnons-nous rendez-vous dans 18 mois. On en reparlera. Canalo, Excaf, même tous les grands groupes qui fonctionnent sur le câble, l'offre payante, la télévision payante, ce qu'on appelle la télévision payante par câble ou par satellite, c'est fini. N'a pas d'avenir cette télévision.
C'est malheureusement, ils ont rattrapé par les deux, les streaming, le modèle économique imposé par les Américains, Netflix, contrairement à ce que l'on pense. Dans les familles même dites modestes, la sénégalaise, les gens consomment du Netflix. Il semble qu'au Sénégal, on cherche d'abord sa connexion et après le manger vient. Mais absolument. La connexion d'abord, le manger après. Dans nos villages, chez nos parents, tu es surpris de voir les gens sur des plateformes et qui s'abonnent même sur du IPTV avec des chaînes asiatiques, chinoises, sud-américaines, etc. Très rapidement, pour nous résumer, TDS, la TNT, il faudrait laisser tomber? Non, il ne faut pas laisser tomber. Non. Il faut eux qu'ils se reconfigurent. Mais comment se reconfigurer en prenant en compte l'innovation en cours? Autrement dit, pendant qu'on prend son temps à TDS avec les autres partenaires, la réalité, elle change. Comment intégrer le changement? Mais parce qu'ils doivent forecaster. Ils doivent avoir des agents dédiés, un département dédié qui travaille sur ces nouveaux modèles technologiques, nouveaux modèles économiques qui va avec. Attention. Mais ça, c'est anticipé. Si tu ne l'anticipes pas, tu seras pris de court. TDS va avoir beaucoup de difficultés, d'autant plus que les médias classiques sur lesquels TDS compte pour que ces médias classiques, iTélé, Sen TV, 2S, lui payent des redevances annuelles. ITV. Voilà, ITV, excuse-moi, lui paye des redevances annuelles pour survivre, pour être crédible. Mais ce modèle de TDS ne fonctionnera pas parce que ce soit ITV, que ce soit 7TV, que ce soit 2S TV, TFM, ils n'ont pas le moyen ils n'ont plus de marge financière et commerciale qui leur permet, en plus de la galère qu'ils traversent, de payer des redevances annuelles à TDS. Ce n'est pas possible, ce n'est plus tenable. Voilà. Adama Sow, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ousmane. Merci pour le partage, merci pour votre disponibilité. Merci encore une fois d'avoir été au rendez-vous. Excellent dimanche et excellente semaine.